Les Russes avaient déjà déclaré que nos exigences ne feraient qu'augmenter à partir de maintenant. Donc si vous ne concluez pas l'accord, ce sera pire demain. C'est une bonne incitation pour pousser l'adversaire à accepter l'accord aujourd'hui, s'il sait que c'est le cas. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire, c'est que Sergei Lavrov a donné une interview le 14 janvier, dans laquelle il a affirmé que nous devions avoir une discussion sérieuse sur l'avenir de la population en Crimée et en Novorossia. La Novorossia inclurait également une région beaucoup plus vaste. Cela comprendrait Kharkiv, Dnipro, Mykolaïv et bien sûr Odessa. C'est Tchernihiv aussi, oui, et Poltava. Donc maintenant, on voit une possibilité, certains y verraient un signe des exigences croissantes de la Russie. Encore une fois, il n'a pas été dit que ça devait faire partie de la Fédération de Russie. Cela pourrait simplement signifier qu'il faut rétablir certains droits humains ou minoritaires pour les russophones, droits religieux, leur permettre d'accéder à l'Église orthodoxe, droits culturels, et leur permettre de... Oui, mais comment vois-tu cela? Penses-tu que la Russie se prépare, disons, à modifier l'accord sur la table? Eh bien oui, je le pense, surtout après les dernières manœuvres de Trump. Je crois que, vous savez, Vladimir Vladimirovitch ne s'est pas beaucoup montré. Il est réapparu hier dans quelques autres affaires, mais on ne l'a pas beaucoup vu. Et quand Poutine reste silencieux pendant une longue période, eh bien dans ce cas, c'était en partie à cause des fêtes, et en partie, je pense, parce qu'il y a beaucoup de réflexions stratégiques en ce moment sur la manière d'aborder la situation. Et tout cela a commencé avec la tentative de Trump, absolument à mon avis, et pas seulement au mien, de tenter un assassinat de Poutine. Parce que si vous remarquez ce qui s'est passé avant les discussions, juste avant l'arrivée de Zelensky, Trump avait eu une conversation téléphonique avec Poutine. Et à un moment donné, à cette période, cet ordre a dû être donné pour lancer ces drones, car après tout, ces drones ne se trouvent pas si près de Valdai. Valdai se situe dans l'oblast de Novgorod, au nord-ouest de Moscou, donc c'est un vol assez long, environ 1 heure, peut-être 1h30 au minimum pour ces drones. Je pense qu'ils prévoyaient que si c'était un succès, ils organiseraient une petite conférence et une annonce entre Trump et Zelensky. Mission accomplie, la guerre est terminée, nous avons tué Poutine. Ce qui aurait probablement été suivi d'un passage au niveau DEFCON 5 du côté russe. Mais ils ne réfléchissent pas aussi loin, comme on l'a vu au Venezuela. Le plan de Trump au Venezuela, c'était en gros, on attrape Maduro et ensuite tout est à nous. Et puis le lendemain, c'était, bon, et maintenant, on fait quoi? D'accord, maintenant on commence à planifier les choses qu'on est censé faire avant de se lancer dans une nouvelle aventure. Et je pense que l'Amérique, entre le fait de chercher quoi faire du Venezuela, de réfléchir au Groenland, de se demander s'ils vont commencer une nouvelle guerre avec l'Iran, parce qu'au passage, ces manifestations en Iran sont terminées, en partie parce que l'Iran et la Russie sont désormais très proches sur le plan militaire, et que la Russie a apporté du matériel pour neutraliser le Starlink de Musk, qui était utilisé par diverses factions soutenues par l'Occident pour provoquer les troubles qu'elle provoquait et les meurtres qu'elle commettait. Et tout s'est arrêté très vite. Alors maintenant, la question est, il n'y aura pas de révolution populaire en Iran. Que faisons-nous? Et il y a des avions, au moins 1, peut-être 2, groupes aéronavals en route vers le golfe Persique. Ils n'entreront pas dans le golfe, ce serait du suicide. Mais ils s'en approchent. Alors que faisons-nous ensuite? La guerre avec l'Iran? Eh bien, si Israël entre dans cette guerre et devient nucléaire, l'Iran détruira Israël en frappant la centrale nucléaire du Negev, au centre du pays. Ils la détruiront et il y aura une fusion nucléaire. Et cette zone deviendra inhabitable elle aussi. C'est la destruction mutuelle assurée, qu'Israël s'en rende compte ou non.
Je pense que oui. Mais quoi qu'il en soit, l'attention de Trump s'éloigne de plus en plus, et nous ne parlons même pas de la Chine et de tout le reste. Ils essaient encore de pousser l'Inde à entrer en guerre contre la Chine, alors que les Indiens n'y sont pas très favorables. Donc, qui sait quelles nouvelles idées Trump va avoir? Car le dernier affrontement entre le Pakistan et l'Inde portait clairement la marque des Américains du côté pakistanais. Et ce n'étaient certainement pas les Chinois qui poussaient les Pakistanais à agir. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, tout cela mérite de l'attention. Car soit dit en passant, Cuba, le Mexique, la Colombie et le Nicaragua figurent apparemment tous sur la liste noire de Trump, comme il l'a mentionné, tout comme Rubio. On dirait qu'il prépare quelque chose. Peut-être une nouvelle tentative de débarquement à la baie des Cochons à Cuba. Je veux dire, ils sont partout. On parle du Groenland et de l'Islande et de l'ICE aux États-Unis qui causent toutes sortes de problèmes. On pourrait faire une émission entière rien que sur ça. J'ai passé 4 heures à regarder toutes ces vidéos sur ce que fait l'ICE et ils sont complètement hors de contrôle. Et je pense qu'ils le sont délibérément pour provoquer une situation de type insurrection, puis une déclaration de pouvoir d'urgence. Mais c'est un tout autre sujet. Tout cela détourne l'attention de Trump. Donc, quelles que soient les nouvelles exigences de la Russie, ils n'y prêteront pas beaucoup d'attention. Trump est occupé. Il est occupé à construire son empire à la fois interne et externe. Je veux dire, maintenant c'est au grand jour. On a retiré les gants de velours du type de gantelet d'acier de l'Empire. Alors les Européens vont se retrouver coincés. Que vont-ils faire? La Russie formule de nouvelles exigences. Ils ont 2 options, reculer et y consentir, ou bien escalader. Escalader signifie la guerre. Des entreprises comme Rheinmetall recevraient alors un cadeau de bienvenue d'Erechnik. Voulez-vous aller en guerre? C'est la question à laquelle tout se résume, et chaque nation de l'UOME ou de l'OTAN devra y répondre. Je pense que la moitié d'entre elles vont dire « Non merci, on se retire, on passe notre tour, on abandonne ». Et les Européens du Nord, les Scandinaves et les Polonais dans ce cas, semblent très déterminés à faire la guerre. Je pense que les Français commencent à hésiter. Allez savoir, ils sont de toute façon toujours un peu partout. Alors qui sait ce que demain nous réserve, ou la qualité de la coque que Macron obtient. Eh bien, c'est là toute l'ironie de vouloir maintenir la guerre. Car tant qu'elle se poursuit, les Européens resteront excessivement dépendants des États-Unis pour venir à la rescousse si quelque chose tourne vraiment mal. À mesure que cette énorme dépendance envers les États-Unis s'accroît, Washington le voit et en profite, comme on l'a vu avec le Groenland. Ce n'est même plus une guerre par procuration, c'est plutôt une guerre directe avec les Russes. Si cela n'avait pas lieu, les Européens pourraient se permettre d'adopter une position plus ferme et de réellement défendre leurs propres intérêts. Mais c'est très difficile à faire aujourd'hui. Cet objectif de maintenir la guerre en cours rend les Européens tellement dépendants, les exposant ainsi au chantage. C'est assez incroyable à observer, surtout qu'ils se rendent de plus en plus compte qu'ils ne peuvent de toute façon pas gagner cette affaire. C'est sidérant d'en être arrivé là. Et bien sûr, cela ne concerne que les Européens. On pourrait penser qu'à long terme, il serait dans l'intérêt de tout le monde d'avoir une Ukraine stable et fonctionnelle, ainsi qu'une sorte de zone tampon entre la Russie et le reste de l'Europe. Mais si cela continue, elle pourrait même ne pas survivre en tant que nation. Il faut absolument fixer une limite. Écoute, tout d'abord, que vont dire les Allemands aux Américains? Quand les Américains diront « Ah oui, bouton d'arrêt sur le GNL, tous les tankers viennent de faire demi-tour, au revoir. » Voilà. Et maintenant, que font les Allemands? Ils n'ont plus de gaz venant de Russie. La Norvège ne produit pas assez de gaz pour alimenter toute l'Europe.
Peu importe les efforts de la Norvège, elle n'y arrive tout simplement pas. Les États-Unis non plus ne peuvent pas vraiment approvisionner toute l'Europe en gaz. Mais il n'y a pas d'alternative. Et maintenant, et cela vaut pour une grande partie de l'Europe. Donc, à ce stade, ils sont déjà coincés. Leur molécule de liberté leur reste en travers de la gorge. Alors, que faire? Ils ont brûlé tous les ponts, et tu as tout à fait raison. Vous dépendez entièrement des États-Unis. Les fournisseurs européens ne peuvent tout simplement pas répondre à un tel niveau de demande. La Russie vient d'exploser. Une partie de la frappe russe visait les installations de stockage de gaz qui contenaient aussi du gaz européen. J'imagine qu'ils pensaient que puisque votre gaz s'y trouvait également, ils n'oseraient pas frapper. Eh bien, ils ont frappé. Donc tu as raison. Que fais-tu maintenant? Tu es fichu, parce que même si tu veux faire la guerre, comment construis-tu l'équipement? Je veux dire, tu pourrais peut-être revenir au charbon, mais cela prend aussi un peu de temps. Comment fais-tu? Tu sais, Meredith a fini par admettre. Oh, faire sauter toutes nos centrales nucléaires était probablement une mauvaise idée. Les démolir. Vraiment? Wow, c'est génial. Vous savez, fermer la porte de la grange après que les chevaux se soient enfuis et que la grange est brûlée. C'est très logique. Mais c'est exactement la situation à laquelle vous êtes confrontés en ce moment. Alors, que font les Européens? Je ne sais pas. Je veux dire, je suis sûr que les États-Unis vendront des armes si les Européens abandonnent tout leur or, leur argent, leurs vierges. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils vont encore devoir céder. Il ne reste pas grand-chose après ça. Les joyaux de la couronne, peut-être que ça vous permettra d'obtenir quelques chars de plus. Mais c'est la réalité à laquelle nous faisons face. Oui, l'Europe est complètement fichue. Enfin, l'Europe non russe, et en particulier la partie non austro-hongroise de l'Europe, qui semble au moins avoir retrouvé un peu de bon sens. Tout le reste de l'Europe est fichu. Vous sous-estimez peut-être nos armées. J'ai entendu dire que les Britanniques avaient réussi à envoyer un homme au Groenland. Et les Norvégiens, nous avons réuni une équipe de 2 soldats. C'est une équipe de choc, bébé. Je pense que les Américains passeront par ici, prendront une ration MRE pour ne pas mourir de faim en continuant leur route. L'Europe, d'ailleurs, n'a pas de logistique. Fait intéressant, la majorité, presque toute, de la logistique maritime est gérée par les États-Unis. Et je vais aller encore plus loin avec cette petite histoire, juste pour montrer à quoi ressemble la logistique américaine. J'étais chef de projet, en train de préparer un exercice. J'étais capitaine à ce moment-là. Nous déployions une unité aérienne du Tennessee jusqu'à Fort Jackson, en Floride, pour les embarquer sur des navires. J'étais responsable de tout cela, en les amenant à Henderson, au Texas. Henderson, je crois que ça s'appelait. Texas, Henderson, I think it was called. Unloading them there, and then they proceed on to Fort Polk, Louisiana. On les décharge là-bas, puis ils se dirigent vers Fort Polk en Louisiane pour un entraînement avant l'Irak. Moi, j'arrive à Fort Jackson en Floride parce que je fais une reconnaissance, probablement avec un groupe de personnes venant de différentes unités, des représentants censés soutenir toute cette opération. Je marche le long du quai, la partie militaire du port de Fort Jackson. Nous sommes, soit dit en passant, en 2002, et je marche avec un major responsable du quai. Il charge du matériel lourd du corps des marines des États-Unis sur un navire de transport, des chars, en l'occurrence des M1. Et le plus intéressant, c'est que le pavillon que ce navire arborait était un drapeau russe. Je reste là à le regarder, en me disant, « D'accord, qu'est-ce que je rate, mon commandant ?» Écoutez, capitaine, vous ne comprenez pas. Nous n'avons pas de marine marchande. Notre marine marchande n'a pas construit de nouveaux navires depuis les années 1950, et tous ceux qui restent sont en cale sèche, attendant d'être découpés pour la ferraille à New York ou dans les environs. Nous transportons tout sur des navires privés. Dans ce cas-là,
À cette époque, c'était surtout des navires norvégiens, grecs et russes qui étaient utilisés. Donc même les États-Unis ont de gros problèmes. Je veux dire, ils peuvent nationaliser les navires de transport, mais il reste quand même l'épine dorsale de la logistique navale, pour toute l'OTAN. Alors oui, je vais commencer à larguer ces 3 pauvres types là-bas. Voilà un peu de nourriture, un peu d'argent pour en acheter davantage, et quelques munitions. Vous êtes fichus. Franchement, que pourriez-vous faire? Tu es coincé en Nouvelle-Zélande, à attendre qu'elle soit libérée par les Yankees, ou opprimée par le Mordor venant de Russie et de Chine. Et, tu sais, les éclairs et les nuages d'orage, comme dans ce mème qui est sorti de la Maison-Blanche. Donc oui, voilà la situation. Mais une petite parenthèse, désolé d'interrompre, une petite parenthèse. Il y a eu un développement intéressant l'autre jour. Devine qui vient juste de réenregistrer ses logos en Russie. Qui? Mercedes-Benz. Vraiment. Et je pense qu'ils veulent récupérer leur usine. Environ 20 à 30% seulement des entreprises étrangères sont réellement parties. La plupart étaient allemandes. Elles ont suivi le mouvement, comme on leur avait dit. Les Américains, eux, ne sont pas partis ou ont simplement changé de nom, créé une filiale et sont restés. Mais les Allemands sont tous partis. Donc oui, Mercedes-Benz se réenregistre. On dirait qu'ils veulent revenir sur le marché. Eh bien, étant donné qu'ils ne peuvent plus vraiment rivaliser, il semble insensé de se couper d'un marché aussi vaste. Eh bien, s'ils construisent en Russie, ils bénéficient de l'énergie bon marché. Ah oui, c'est un bon point. Et du métal bon marché aussi. Oui, parce que beaucoup d'entreprises allemandes ont en fait suivi l'énergie russe. Quand l'énergie est partie vers la Chine, beaucoup d'entreprises allemandes ont plié bagages, sont allées en Chine et ont construit là-bas à la place. Donc c'est cette idée que les politiciens peuvent tout contrôler, mais certaines choses échappent à leur contrôle. Et en fait, c'était le point que je voulais aborder avec ça, l'envoi d'un ou deux soldats ici et là. Je leur ai parlé sur cette chaîne, en fait, avec l'ancien directeur de l'analyse sur la Russie à la CIA, George Beebe. Il faisait remarquer, c'était il y a presque un an, que la principale faiblesse des Européens était l'absence de stratégie. Autrement dit, il faut définir clairement ce que l'on veut accomplir, mais aussi comment on compte y parvenir. Comment obtenir les ressources et les allouer pour atteindre cet objectif. Et bien sûr, comment l'adversaire réagira et répondra. Mais on peut faire valoir qu'aucun de ces éléments ne semble émaner de l'Europe. C'est simplement un discours normatif sur ce qu'ils considèrent comme la peur. Et il y a ces récits selon lesquels nous serions la force de la lumière, eux la force des ténèbres, et que si nous ne faisons rien, ils marcheront sur Berlin. Ils se sont donc en quelque sorte enfermés dans ces récits, sans aucune stratégie réelle. Alors si vous ne pouvez pas gagner, qu'est-ce que vous faites, bon sang? Je pense que c'était là son idée principale. Mais j'ai aussi essayé d'obtenir des réponses à ce sujet. Qu'espérons-nous exactement accomplir ici? Et en général, on obtient une forme de justification. On gonfle les chiffres des pertes russes, on invente une nouvelle maladie au président Poutine, et vous savez, si on attend un peu, tout s'effondrera. Y a-t-il des maladies dont il n'aurait pas encore soi-disant souffert? Je pense qu'il a, oui, survécu à la plupart des maladies à ce jour, apparemment. C'est vraiment l'homme indestructible. J'adore lire les gros titres de la presse britannique. C'est un bijou chaque jour. Mais ça va vraiment loin. Je veux dire, rien que la semaine dernière, j'ai vu un article affirmant que les Russes souffraient tellement du manque de nourriture qu'ils avaient commencé à se manger entre eux. Oui, mais en même temps, apparemment, ils sont prêts à marcher sur la Pologne. Eh bien, nous n'avons plus personne à manger. J'imagine qu'il va falloir manger les Polonais maintenant. Allez.
Ouais, non, c'est un peu fou. Mais Le grenier du monde, d'ailleurs, est désormais contraint de se dévorer lui-même. je dirais que la propagande britannique n'est plus ce qu'elle était. Avant, ils s'en sortaient plutôt bien. Tu as raison, mais c'est bien plus drôle maintenant, tu ne trouves pas? Beaucoup plus divertissant.